Il est 7 heures sur l'ensemble des réseaux synchronisés de Solo Média. Le journal, voici les principaux titres. Front nocturne à l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Des affrontements entre forces de l'ordre et les étudiants. Ces derniers exigent le paiement intégral des rappels dus aux ayants droit et le maintien des acquis sociaux liés au décret sur les allocations d'études. En ce moment, le collectif des amicales de l'UQAD appelle les étudiants à rejoindre les campus dès le jeudi 26 février. Et justement, crise à l'université, homosexualité, économie, commercialisation de l'arachide, entre autres points, ont été au cœur du débat hier à l'hémicycle lors de la séance des questions d'actualité au gouvernement. Nous y reviendrons. Nous allons parler de ça dans cette édition. Les députés également se réuniront en séance plénière vendredi. C'est pour examiner le projet de résolution visant la mise en accusation de l'ancien ministre Moussa Bocar Thiam devant la Haute Cour de justice. C'est ce qu'a annoncé hier le président de l'Assemblée nationale, Elhadji Malick Ndiaye. L'Inter, le sport et la revue de la presse mettront un terme à ce journal. À la présentation de cette édition, Fatou Abdou Ndiaye, la technique est assurée par Mohamed Thiam et Baba Aïdara. Bonjour et bienvenue. Je vous le disais en titre à Saint-Louis, les étudiants de l'université Gaston Berger ont barré la route nationale numéro 2 après la rupture du Ramadan de 21h à minuit. Des affrontements ont eu lieu entre forces de l'ordre et étudiants. Ces derniers voudraient se faire entendre pour manifester leur mécontentement face aux autorités. C'est un compte rendu de Pape Khalilouba. C'est plus précisément tard dans la soirée, vers 21h, qu'on nous a signalé des échauffourées à l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Nous nous sommes vite rendus sur les lieux pour s'enquérir des informations. Le campus universitaire était inaccessible à cause des affrontements entre forces de défense et de sécurité et étudiants. D'après nos sources, les étudiants ne sont pas d'accord sur certaines décisions prises par les autorités, notamment l'ouverture unique du Resto 1. La qualité de la nourriture reste à désirer, surtout en période de Ramadan. Le manque d'eau, coupure totale des robinets et le non-accès au Wi-Fi. Certains disent aussi qu'ils n'ont pas apprécié le discours du Premier ministre aux étudiants qui leur a quasiment défié. Voilà, entre autres, les revendications auxquelles les étudiants se sont permis de barrer la circulation de 21h à minuit pour se faire entendre. Mais les forces de défense et de sécurité étaient là pour le maintien de l'ordre. La coordination des étudiants de Saint-Louis dit qu'il se prononcera dans les plus brefs délais. Pape Khalilouba, Saint-Louis pour Solo Media Group. Pape Khalilouba, le collectif des amicales de l'UQAD appelle les étudiants à rejoindre les campus dès le jeudi 26 février. Et c'est là par souci de responsabilité afin d'éviter d'aggraver le retard abyssal déjà causé par la fermeture prolongée de l'UQAD lors des événements politiques de 2023. Le collectif continue toutefois de dénoncer la décision du COUD de rouvrir les campus sociaux tout en laissant fermer les pavillons B et F où loger plus de 2000 étudiants. Dans un communiqué qui nous est parvenu, le collectif informe l'opinion nationale de la tenue d'un point de presse le vendredi 27 février et convoque l'ensemble des étudiants à une assemblée générale le lundi 2 mars à 10h devant la direction du COUD. Il ajoute que rien ne peut leur détourner de leur combat initial qui consiste à défendre les droits des étudiants et garantir leur dignité malgré les obstacles et les manœuvres dilatoires des autorités. Et puis parlons de tout à fait autre chose. Le Premier ministre Ousmane Sonko s'est exprimé hier devant les parlementaires au sujet du scandale lié à la transmission volontaire du VIH-Sida. Il a dénoncé la divulgation des bulletins de santé et des procès-verbaux dans l'espace public. Il a interpellé le procureur de la République et a rappelé les sanctions prévues contre les dénonciations sans preuve. Il a également confirmé la transmission du projet de loi modifiant l'article 319 du Code pénal au président de l'Assemblée nationale. Je vous propose de suivre ce compte rendu de Sira Béatrice Ndione. Le chef du gouvernement, Ousmane Sonko, s'est adressé aux parlementaires dans le cadre du scandale lié à la transmission volontaire du VIH-Sida
Il a affirmé qu'il existe déjà des lois en vigueur qui l'ont pénalisé. Toute personne qui aura financé ou appuyé par quelque moyen que ce soit une personne, un groupe ou une activité en vue de promouvoir ou de magnifier l'homosexualité, la bisexualité, la transsexualité, la zoophilie, la nécrophilie ou toute autre pratique assimilée sera punie des peines prévues à l'alinéa 5 du présent article. Toutefois, n'entre pas dans le champ d'application du présent article les actes accomplis par les structures et organisations de santé dûment agréées dans le cadre des politiques de santé. Loolu tam dafa am ñoo xam ne seen liggéey ci loolu la màcc. Ousmane Sonko a dénoncé la mise sur la place publique des bulletins de santé qu'il juge inadmissible. Selon lui, tous les procès-verbaux se retrouvent dans la rue. Il a ainsi interpellé le procureur de la République. J'en profite pour en parler. Il n'est pas acceptable de publier les bulletins de santé ni les statuts sérologiques des personnes. Ces personnes ont une famille et leurs enfants n'osent plus aller à l'école. Ce qui se passe dans ce pays est inadmissible. Il n'y a plus de respect du secret de l'instruction. Entre les enquêteurs, le parquet et les juges d'instruction, tous les procès-verbaux se retrouvent dans la rue. Qui donne la permission de divulguer de telles informations? Qui autorise à dire publiquement qu'une personne a un cancer ou le sida? Où est le procureur dans cette affaire? Il faut interpeller les auteurs de ces faits. Ce sont des familles que l'on est en train de détruire par l'irresponsabilité de certains. Les enfants n'ont rien demandé. Pourtant, lorsqu'ils vont à l'école, on les montre du doigt. Au nom de quoi on le fait? Des peines sont prévues. Toute personne qui dénonce sans preuve encourt une peine d'emprisonnement de 2 à 5 ans et une amende allant de 500 à 2 millions de francs CFA. Les personnes déclarées coupables des infractions prévues par le présent article seront privées des droits énumérés à l'article 34 du présent code pour une période de 10 ans à compter du jour où les peines principales sont devenues définitives. On parle ici de perte de droits civiques. Toute personne qui aura dénoncé par l'un des moyens énoncés à l'article 248 l'un des actes prévus au présent article sans en apporter la preuve sera punie d'un emprisonnement de 2 à 5 ans et d'une amende de 500 000 à 2 millions. Le Premier ministre Ousmane Sonko a également rappelé que le projet de loi modifiant l'article 319 du Code pénal a été déposé sur la table du président de l'Assemblée nationale. Et puis à l'issue de la séance des questions d'actualité à l'Assemblée nationale, Yassine Fall, ministre de la Justice, garde des Sceaux, est revenu sur la modification de l'article 319 du Code pénal relatif à l'homosexualité, réaffirmant la détermination de l'État à maintenir sa position sur cette question. Je vous propose d'écouter Yassine Fall et il est au micro de Sira Béatrice Ndion. Nous venons d'assister à la séance de questions d'actualité du Premier ministre à l'Assemblée nationale en présence des députés et du peuple sénégalais. Vous avez tous entendu ses propos, notamment son engagement ferme concernant la question de l'homosexualité. Il a réaffirmé la détermination du gouvernement à renforcer les peines, les sanctions financières, ainsi qu'à prendre des mesures contre la publicité et l'apologie de l'homosexualité. D'autres points soulevés concernent le financement, puisque selon lui, certaines personnes seraient attirées par l'argent et iraient jusqu'à participer au tournage d'actes jugés malsains ou intégrer des réseaux. C'est pourquoi le gouvernement s'est engagé à prendre des décisions sévères, inédites, selon ses déclarations, afin de lutter contre ce phénomène et d'affirmer la position des Sénégalais sur cette question. Nous restons à l'Assemblée nationale où le gouvernement annonce une collecte record de 180 000 tonnes d'arachide avec la Sonacos tout en dénonçant la circulation de fausses informations sur la campagne agricole. Malgré la présence d'autres huiliers sur le terrain et des défis logistiques, les autorités assurent suivre la situation de près et promettent un déploiement prochain dans les zones du sud pour soutenir les producteurs. Je vous propose d'écouter ces extraits croisés du ministre du Commerce Serigne Gueye Diop et du Premier ministre Ousmane Sonko. Ils sont au micro de Sira Béatrice Ndion. Pour affaire campagne agricole, concernant la campagne agricole, je souhaite apporter des éclaircissements car beaucoup de fausses informations circulent. À ce jour, nous avons collecté avec la Sonacos 180 000 tonnes, ce qui constitue une première au Sénégal. Le gouvernement reste pleinement engagé dans le respect de ses objectifs. Toutefois, nous ne sommes pas les seuls acteurs sur le terrain. D'autres partenaires interviennent également, notamment Magamar qui a annoncé vouloir collecter 50 000 tonnes, ainsi que Copéol qui
prévoit d'en collecter 60 000 tonnes. Ce sont également des huiliers présents sur le marché. Nous suivons la situation au jour le jour, car la collecte nécessite d'importants moyens logistiques, notamment en véhicules et en capacité de stockage. Le gouvernement y veille avec attention. Pour rappel, s'agissant de l'arachide, en 2021, 67 000 tonnes ont été collectées par la Sonacos. En 2022, 129 000 tonnes. En 2023, 22 000 tonnes. En 2024, 12 000 tonnes. Et en 2025, notre première estimation faisait état de 155 000 tonnes après 10 mois de gestion. Aujourd'hui, nous sommes à près de 190 000 tonnes, alors que la campagne n'est pas encore totalement achevée. Elle est presque terminée dans le nord et le centre du pays. J'ai bien reçu les doléances des producteurs du sud, notamment dans les départements de Vélingara et Bignona. La Sonacos va se déployer dans ces zones dans les 2 mois à venir afin d'y procéder à l'achat de l'arachide. Cela n'a pas été facile, mais nous fournissons des efforts considérables, sans oublier les appuis en semences, en engrais, entre autres intrants agricoles. Des efforts extraordinaires. Et le syndicat des agriculteurs et maraîchers du Sénégal s'en prend au Premier ministre Ousmane Sonko après son face-à-face avec les députés hier. Selon les syndicalistes, aujourd'hui, plus que jamais, les stocks d'arachide ne sont pas écoulés. Un problème que leur a causé la Sonacos et le manque de volonté des autorités à régler le problème. Les détails dans ce reportage d'Ibrahim Khalil Djemé. Le Premier ministre Ousmane Sonko a fait une communication sur la campagne de commercialisation de l'arachide ce mardi à l'Assemblée nationale. Une sortie qui n'a pas laissé indifférent le syndicat des agriculteurs et maraîchers du Sénégal. Ibrahim Thiam. Nous tenons à dire au Premier ministre que l'espoir que nous avions est aujourd'hui brisé. Nous avons constitué des stocks en pensant que l'État du Sénégal allait nous aider à les écouler. Aujourd'hui, la situation est claire. Nous vivons un moment très difficile car nos récoltes sont en train de pourrir. Le syndicat des agriculteurs n'est pas du goût sur la communication du Premier ministre car, selon Ibrahim Thiam, le gouvernement est à l'origine de leurs difficultés. Il semble qu'Ousmane Sonko ne dispose pas de toutes les informations car je peux vous garantir que des agriculteurs chargent leurs camions pour aller vendre leurs arachides, mais une fois sur place, les acheteurs les renvoient en invoquant la mauvaise qualité. Dans son intervention, Ousmane Sonko est revenu sur la fermeture des frontières mettant en difficulté la vente de l'arachide. Ibrahim Thiam répond. Comment la Sonacos peut-elle acheter nos arachides alors que la graine qu'elle avait déjà prise ne sont pas encore entièrement traitées ou réglées? Et concernant la réouverture des frontières, pourquoi cette décision? Est-ce parce qu'elles étaient auparavant fermées? Le problème de la commercialisation de l'arachide figure parmi les préoccupations de l'État du Sénégal, selon le Premier ministre Ousmane Sonko, qui annonce tout de même des solutions pour régler ce problème. Ibrahim Khalil Djemé, autre réaction, c'est celle de Horizon Sans Frontières qui se réjouit de la déclaration du Premier ministre Ousmane Sonko appelant à une grâce royale en faveur des 18 Sénégalais actuellement détenus au Maroc. Selon Boubacar Seye, cette démarche est à la fois humaine, diplomatique et patriotique. Elle place la protection de nos compatriotes au cœur de l'action publique sans remettre en cause le respect dû aux institutions judiciaires marocaines. Boubacar Seye est joint au téléphone par votre servitrice. Entre deux nations liées par l'histoire et la fraternité, un geste d'apaisement est bien possible. Il est même grand temps que l'humanité, la diplomatie et la dignité prennent le dessus dans cette affaire. La justice peut suivre son cours, mais la clémence est une grandeur d'État. C'est pourquoi je salue avec responsabilité et hauteur la déclaration du Premier ministre Ousmane Sonko appelant à une grâce royale en faveur des 18 supporters sénégalais actuellement détenus au Maroc. Cette démarche est à la fois humaine, diplomatique et patriotique. Elle place la protection de nos compatriotes au cœur de l'action publique sans remettre en cause le respect dû aux institutions judiciaires marocaines. Dans un contexte marqué par l'émotion et la tension, la voie de la sagesse, du dialogue et de la coopération bilatérale doit primer. Une grâce royale serait un geste d'apaisement fort à la hauteur des relations historiques et fraternelles entre le Sénégal et le Maroc. La clémence reste une valeur cardinale dans les traditions juridiques et spirituelles de nos deux nations. Dans un tout autre registre aussi, il faut dire que le Sénégal ne peut pas détourner le regard lorsque 18 de ses fils sont privés de liberté au Maroc. Raison pour laquelle j'encourage le
Premier ministre Ousmane Sonko a mandaté rapidement une délégation officielle de haut niveau afin de solliciter dans un esprit de dialogue et de respect mutuel une grâce royale pour nos 18 supporters. C'est une question de responsabilité nationale. À l'instant, Boubacar Seye, président de Horizon Sans Frontières. En plus bref, les députés se réuniront en séance plénière vendredi. C'est pour examiner le projet de résolution visant la mise en accusation de l'ancien ministre Moussa Bocar Thiam devant la Haute Cour de justice. C'est ce qu'a annoncé hier le président de l'Assemblée nationale, El Hadji Malick Ndiaye. 7h est passée de 15 minutes. Vous nous écoutez sur la 96.1 à Dakar, 93.1 à Ziguinchor, 100.4 à Kaolack et 87.8 à Diourbel. Dans le reste de l'actualité, recrudescence des accidents de la route. Le ministre Yankoba Diémé est largement revenu sur les mesures conservatoires prises concernant les minicars dont les accidents sont particulièrement graves. Il a précisé que les principales causes sont liées à l'excès de vitesse et au non-respect des règles de sécurité. Au total, 1812 véhicules ont été immobilisés dans les régions de Thiès, Dakar et Diourbel. Un contrôle technique approfondi sera effectué et les acteurs du secteur seront reçus d'ici le 3 mars afin d'évaluer la situation et de renforcer les mesures de prévention. Et justement, face à la recrudescence des accidents impliquant les minicars de 12 à 19 places, notamment les célèbres Cheikhou Chérifou, l'État lance à partir du 3 mars une vaste opération de contrôle technique renforcé. Près de 7000 véhicules sont concernés. L'objectif, c'est de réduire drastiquement les drames sur nos routes. Mais au-delà des visites techniques, la question du comportement des chauffeurs reste entière. Les détails avec Djibril Niane. Sécurité routière, l'État serre la vis au minicar Cheikhou Chérifou. À partir du 3 mars prochain, l'État du Sénégal lance une vaste opération de rappel et de contrôle technique renforcée visant les véhicules de transport en commun de 12 à 19 places, notamment les célèbres minicars dits Cheikhou Chérifou, devenus omniprésents sur nos routes. Selon les chiffres avancés par les autorités, ces véhicules seraient impliqués dans près de 90% des accidents de la circulation enregistrés dans le pays. Un constat alarmant qui a poussé le gouvernement à agir. Hier, le ministre des Transports terrestres s'est personnellement rendu sur le terrain pour superviser le dispositif logistique mis en place à Dakar et à Diamniadio. Objectif, accueillir, contrôler et si nécessaire, immobiliser près de 7000 véhicules concernés par cette opération inédite. À travers cette initiative, l'État entend renforcer la sécurité routière en s'assurant que ces véhicules répondent aux normes techniques exigées. État des freins, direction pneumatique, éclairage, mais aussi conformité administrative. Mais au-delà de la mécanique, c'est la question du comportement des chauffeurs qui reste posée. Excès de vitesse, surcharge, non-respect du code de la route. Autant de facteurs humains qui aggravent l'insécurité routière. Visite technique renforcée, oui. Mais changement de mentalité et de responsabilité des conducteurs, c'est encore mieux. Car sur nos routes, la sécurité ne dépend pas seulement des machines, elle repose aussi sur les hommes qui les conduisent. Un tournant décisif, peut-être pour freiner l'hécatombe sur les routes sénégalaises. Et puis à la gare routière de Petersen, où l'animation est quotidienne, klaxons, moteurs et cris d'apprentis résonnent partout. Mais cette nouvelle mesure sur les Cheikhou Chérifou attire toutes les attentions. Certains chauffeurs sont pour le contrôle technique, d'autres sont contre. Je vous propose le reportage de Awa Aïcha Diop. Klaxons, moteurs et cris d'apprentis à la gare routière de Petersen, l'animation habituelle est toujours là. Mais une nouvelle mesure attire toutes les attentions. Près de 700 véhicules Cheikhou Chérifou doivent passer un contrôle technique dans les 44 jours pour plus de sécurité. Sur place, chauffeurs et passagers réagissent, chacun donnant son avis sur cette mesure qui fait déjà parler. Franchement, j'accepte et j'accueille pleinement cette mesure prise, car c'est une bonne chose, surtout lorsqu'il s'agit de Cheikhou Chérifou, puisqu'il gère en grande partie le transport urbain. Khalil Sissé, chauffeur, assis près de sa voiture, il explique que les passagers choisissent souvent les Cheikhou Chérifou pour leur rapidité et leur disponibilité. Au Sénégal, ce sont surtout les Cheikhou Chérif qui assurent le transport urbain. Les passagers les privilégient pour leur rapidité, la fréquence de leurs arrêts et leur efficacité. Ce jeune homme, sous couvert de l'anonymat, en train de réparer une voiture,
voiture juste derrière le chauffeur rappelle que la sécurité dépend avant tout des chauffeurs. Les véhicules chez Serifou sont légers. Ils doivent donc reculer avec beaucoup de prudence. Les chauffeurs aussi doivent être davantage sensibilisés et encadrés. La majorité des accidents est souvent liée au comportement humain. On peut conduire pendant des années sans accident quand on respecte les règles. Si un chauffeur sait qu'il a quelque chose à perdre ou à gagner, il fera forcément. À Petersen, entre compréhension et inquiétude, la mesure continue de susciter des réactions. Mais une chose rassemble chauffeurs et passagers, la volonté de voyager en toute sécurité. Et puis cette alerte météo, deux phénomènes météorologiques sont attendus dans les prochaines heures. Une forte foule et des vents particulièrement soutenus. Le prévisionniste Morkebe de l'Agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie ANACIM met en garde contre les risques liés à ces perturbations, notamment sur le littoral et en mer. Morkebe s'est exprimé au micro de Djibril Niane. Bonjour, je me présente Morkebe, je suis prévisionniste à l'ANACIM. L'ANACIM vous revient avec un autre bulletin d'information, mais cette fois-ci, ça concerne donc un cocktail de phénomènes météorologiques, donc s'agissant d'une houle dangereuse et aussi d'un vent fort. Donc concernant la houle, donc ça va prendre effet donc, à partir du jeudi 26 février 2026 à 6 heures. Et jusqu'au dimanche 1er mars à 6 heures. Et ce phénomène météorologique dangereux donc, va intéresser la Grande Côte et aussi la Côte dakaroise, mais aussi à 46 km de la Petite Côte et la Casamance. Et pour ce qui est du vent, donc ça va prendre effet donc, à partir du 26 février à 18 heures et finir... Parlons à présent du Grand Prix 2026 de la Fondation de récital de Coran qui s'est tenu à l'Institut islamique de Dakar en présence de guides religieux. De nombreux fidèles d'importants prix seront décernés aux participants lors de la grande cérémonie prévue au Grand Théâtre National de Dakar. Un reportage ou bien un compte-rendu de Khalifa Babakar Fall. La Fondation Sénico pour l'humanitaire, comme chaque année, met les petits plats dans les grands pour l'organisation de la 9e édition du Grand Prix de sa fondation. Le parrain de ce grand récital de Coran est El Hadji Abdoulaziz Sy Dabakh. Nous préparons la 9e édition du concours organisé par la Fondation Sénico pour l'humanitaire. On est à la 9e édition, dont le parrain est l'homme de Dieu, l'unificateur, le fédérateur, Cheikh El Hadji Abdoulaziz Sy. Comme nous l'avions fait dans les précédentes éditions, le Grand Prix Sénico a connu comme parrain différentes figures emblématiques de l'islam et du Coran. Pour cette nouvelle édition, d'importants lots seront mis à la disposition des participants. Des prix qui seront décernés aux vainqueurs et des lots de consolation pour les autres. Et cette année, le premier prix sera 30 millions, accompagné d'un billet pour le pèlerinage à la Mecque. Et le deuxième prix sera 20 millions et le troisième 15 millions. Pour chaque candidat, parmi les 50 hafiz, c'est réservé un prime de participation qui s'élève à 500 000. Et cette année, on a commencé les travaux à l'Institut islamique de Dakar. Les autorités religieuses seront à l'honneur pour une bonne marche de cette journée. Sur la présence effective de tous les représentants des khalifes généraux, d'ailleurs qu'on a rencontrés et qu'on remercie vivement de leur collaboration très franche, les associations islamiques, les ONG, mais surtout les ambassades accréditées à Dakar. Et ce sera un grand jour où la famille du parrain Cheikh El Hadji Abdoulaziz sera présente et d'importantes déclarations seront faites. La cérémonie de remise des prix est prévue ce dimanche 1er mars 2026. La cérémonie se tiendra au Grand Théâtre de Dakar. Khalifa Ababakar Fall, notre reportage Ramadan. Nous parlons aujourd'hui des prières surérogatoires ou nafila, très recommandées au mois de Ramadan. En ce mois béni, la mosquée des Parcelles Assainies unité 18 vibre chaque nuit au rythme des prières de nafila. Entre ferveur religieuse, engagement personnel et quête spirituelle, les fidèles se mobilisent pour renforcer leur lien avec Dieu. C'est un reportage de Antawad Ndao. Il est 21h passées à l'intérieur de la mosquée des Parcelles Assainies. Unité 18, le silence est profond. Les rangées sont bien alignées. Hommes, femmes et jeunes prient dans un climat de recueillement. En ce 5e jour du Ramadan, la mosquée est pleine. L'imam
imam rappelle l'importance de ces prières nocturnes, particulièrement durant le ramadan. Quiconque parle de Ramadan parle de Nafila. Un jeune du nom d'Abderrahman, habillé d'une djallaba de couleur noire, confie que les prières de Nafila le rapprochent davantage de Dieu. J'ai fait des efforts pour prier le Nafila, car cela me reproche de Dieu. C'est pourquoi je profite de ce mois béni. Ainsi, il nous signale qu'au début, il est ponctuel aux prières de Nafila, mais au fil des jours, il ne fait plus preuve de régularité. Mais au fil des jours, je ne viens plus régulièrement. Je viens seulement les vendredis. Mais je ne suis pas la seule personne. Aujourd'hui, la mosquée est pleine. Abdallah lui-même fait preuve de persévérance et de présence constante à la mosquée durant tout le mois de Ramadan. Pour ma part, je suis ponctuel. Pendant le Ramadan, durant les 30 jours, je suis à la mosquée. Au fil des nuits, la mosquée des Parcelles Assainies, unité 18, continue d'accueillir les fidèles animés par la même foi et le même espoir. Entre ferveur, engagement et recueillement, ces prières nocturnes rythment le Ramadan et renforcent le lien spirituel des croyants avec Dieu. Ce reportage de Anta Wardendao met en terme à la première partie de cette édition. La seconde partie, c'est la page internationale, le sport et la revue de la presse. À présent, l'Inter. Actualité internationale. Willy Ngoma, porte-parole militaire des rebelles de l'AFC M23 en RDC, c'est en République démocratique du Congo, a été tué tôt ce mardi 24 février dans la matinée aux alentours de la cité de Rubaya, c'est dans le territoire de Massissi, province du Nord Kivu. C'est ce qu'a confirmé à la radio France Internationale un responsable de la rébellion soutenu par Kigali. Et puis Khartoum oppose une fin de non-recevoir aux propositions de Washington. C'est pour un cessez-le-feu au Soudan, un pays déchiré par une guerre qui dure depuis près de 3 ans. Massap Boulos, le conseil spécial du président américain pour l'Afrique et le Moyen-Orient, a appelé avant-hier sur son compte X à un cessez-le-feu immédiat et une trêve humanitaire sans conditions préalables. Des propositions ont été faites plus tôt aux belligérants. À présent, c'est la page sportive. Solo Média. L'actualité sportive. Le sport sur Solo Média le matin, c'est l'affaire d'El-Amin Senghor. Bonjour. Merci. Bonjour à vous, Fatou Abdoulaye. Bonjour à toutes et à tous. En Ligue des Champions, il ne reste plus que 4 places pour compléter le tableau des clubs qualifiés en 8e de finale. Et ces équipes seront connues dans la soirée de ce mercredi puisque les derniers matchs des phases de barrage se disputent ce soir. À partir de 17h45, il y aura donc des duels de survie. Newcastle, Atlético Madrid, Bodo Glimt et Bayern Leverkusen sont déjà sauvés. Ils sont qualifiés dans le top 16 de cette Ligue des Champions. Le point avec Muntagasa. Suite fin des barrages retour de la Ligue des Champions ce mercredi à 17h45 après une victoire 2-0 lors du match aller. Le Borussia Dortmund cherchera à valider sa qualification en 8e de finale en se rendant chez une équipe de l'Atalanta Bergame contre laquelle elle n'a jamais perdu. À 20h, 3 rencontres. La Juventus accueille Galatasaray. L'équipe turque a un pied en 8e de finale après sa large victoire sur son adversaire du jour, la Juventus 5-2 au match aller. Toujours à 20h, le Paris Saint-Germain défie Monaco dans un duel 100% français après avoir remporté le match aller en déplacement sur le Rocher 3-2. Le tenant du titre, le Paris Saint-Germain, a déjà un pied en 8e de finale avant ce deuxième acte face à un autre club de Ligue 1, Monaco. Ce dernier n'a obtenu qu'une seule victoire lors de ses derniers déplacements en Ligue des Champions, ce qui risque de fragiliser les Monégasques. Toujours à 20h, la dernière rencontre, le Real de Madrid, sans Mbappé blessé, meilleur buteur de la Ligue des Champions et de la Liga, accueille Benfica après avoir remporté le premier acte en déplacement à l'issue d'un match controversé. Les Merengues espèrent valider leur ticket pour les 8e de finale. Hier, Newcastle, Atlético Madrid, Bodo Glimt et Bayer Leverkusen ont validé leur ticket pour les 8e de finale et rejoignent Barcelone, Chelsea, Liverpool, Tottenham, Sporting, Manchester City, Arsenal et Bayern Munich déjà qualifiés sans disputer de match de barrage. Les 4 dernières équipes seront connues à l'issue des rencontres de ce mercredi. Les rencontres de ce mercredi, l'une des affiches qui attire l'attention, c'est donc le match Paris Saint-Germain-Monaco, ce duel français. Je rappelle que le champion d'Afrique, Krépin Diatta de l'AS Monaco, est forfait face au Paris Saint-Germain, sorti prématuré à Lens, rappelez-vous, le week-end dernier en raison d'une blessure. Il va donc suivre le match à distance. Il n'a même pas fait le déplacement
puisqu'il n'était pas retenu dans le groupe des Monégasques et qui devrait donc se déplacer sur la pelouse du Parc des Princes aujourd'hui. Je rappelle que dans le cadre du football, dans le cadre du handball, l'Assemblée générale élective de la Fédération sénégalaise de handball se tiendra le 25 avril à venir. Une date importante pour la Fédération sénégalaise de handball. Et en basketball, nous sommes, Fatou Abdoulaye, à la veille du début de la deuxième fenêtre des éliminatoires de la Coupe du Monde 2027 qui se tiendra au Qatar. Eh bien, sachez que le groupe de Dessagana Diop affûte leurs armes au niveau du stadium Mamadi Ndiaye. Le premier duel se jouera demain, jeudi à 21h face à la Côte d'Ivoire. C'est la fin de cette page sportive. Merci beaucoup Alamine Senghor et nous restons avec vous pour le dernier point de cette édition. C'est la revue de la presse. Solo Media Group. La revue de presse. Bonjour, Ousmane Sonko occupe le centre d'intérêt des quotidiens ce mercredi au lendemain de sa sortie face aux députés en séance plénière consacrée aux questions d'actualité à l'Assemblée nationale. Je suis le gardien de la révolution, affiche le quotidien Solo. Une déclaration forte du chef du gouvernement Ousmane Sonko. Selon mon confrère du journal, s'il y a quelque chose à retenir de ce face-à-face avec les députés, entre Ousmane Sonko et les députés hier à l'Assemblée nationale, c'est cette phrase qui sonne comme un engagement renouvelé à réaliser contre vents et marées les ruptures qui vont de pair avec le projet. La résistance ne pose pas de problème pour nous. Nous ne démissionnerons jamais, a déclaré hier le chef du gouvernement Ousmane Sonko en session plénière pour consacrer aux questions d'actualité. Je suis le gardien de la révolution. Je suis le gardien de la révolution pour le progrès du Sénégal et de l'Afrique. Propos repris par le quotidien Yor dans son face-à-face tendu mais maîtrisé avec la représentation parlementaire. Le Premier ministre a affiché une détermination sans faille, se présentant comme le gardien de cette révolution. Ousmane Sonko sort du silence et assume sa position et celle de son gouvernement sur beaucoup de sujets, l'homosexualité, les crises universitaires. J'assume que pour combattre l'homosexualité, pas besoin d'une loi criminalisante, a-t-il dit sur la gestion de la crise universitaire, notamment de l'université Jean Diop de Dakar. Ousmane Sonko assume que si c'était à refaire, il refera. Sur la pression des syndicats, Ousmane Sonko dénonce des excès concernant surtout les supporters sénégalais détenus au Maroc. Il assume notamment que cette affaire dépasse le sport. Sur tous ces points, Ousmane s'est expliqué devant la représentation parlementaire. Sonko sans filtre, selon le quotidien Enquête. Violence dans les universités, il a réconforté son idée de créer un commissariat dans le campus social. Si on nous pousse à bout, nous ferons face. Nous ne donnerons pas ce que nous n'avons pas. Vouloir chaque jour réclamer une nouvelle prime, cela ne peut pas se faire, a-t-il dit à chaque fois qu'on règle une doléance, il nous en impose une nouvelle. On entend même parler de la revendication émergente. Ousmane Sonko met en garde les syndicats sur la modification de l'article 319 sur les actes contre nature, notamment l'homosexualité. C'est le premier projet de loi que je porte moi-même et je l'assume. C'est une demande populaire, chrétiens, musulmans et même gens du bois sacré. Tous sont unanimes depuis des années à le réclamer. C'est donc l'État de prendre ses responsabilités sans peur ni faiblesse, a-t-il dit. On a verrouillé le juge qui ne peut plus laisser échapper un coupable. Donc